Lorsque l'on ouvre la cavité abdominale à l'étage sus-ombilical et que cette incision soit faite large ou comme maintenant avec les techniques de cœlioscopie qui vont réduire le champ opératoire, ce que l'on voit en ouvrant est tout d'abord la petite courbure de l'estomac avec vers la droite, relevé par cette valve à foie, le bord antérieur de la glande hépatique qui va permettre d'apercevoir la face inférieure du foie sur laquelle se trouve le hile du foie. Tendu entre ce hile et la face postérieure du genu superius, on aperçoit par transparence dans le petit épipléon, l'épipléon gastro-hépatique, les éléments du pédicule hépatique que sont la veine porte, l'élément le plus postérieur, la voie biliaire pancréatique principale, qui va recevoir ici la voie biliaire accessoire venue de la vésicule biliaire avec le cystique et l'artère hépatique droite qui est une des branches issues de la bifurcation en arrière de l'artère hépatique commune, branche du tronc cœliaque, l'aorte abdominale étant dans le fond, sur le flanc antérolatéral gauche du rachis, alors que la veine cave inférieure est sur le flanc antérolatéral droit. Mais tous ces éléments disparaissent derrière l'épipléon gastro-hépatique, derrière le péritoine viscéral qui entoure la glande hépatique, qui entoure la vésicule biliaire, qui est tendu vers la petite courbure gastrique, puis vers le genu superius. Et c'est donc à travers la pars flaccida, la portion flaccide du petit épipléon, ici esquissée, c'est autour de la pars pédiculosa de ce petit épipléon que l'on entre en arrière dans l'arrière-cavité des épipléons. Les éléments les plus postérieurs sont représentés par le rein droit, dont on aperçoit la convexité latérale, et ces éléments sont recouverts, eux, par le péritoine pariétal postérieur, comme le sont la veine cave inférieure et l'aorte abdominale. Plus vers le bas, ce que l'on aperçoit, c'est la grande courbure gastrique avec le départ du premier duodénum et en dessous de cette grande courbure gastrique, le côlon transverse qui vient de l'angle droit en direction de l'angle gauche, et ces deux angles coliques, autant le droit que le gauche, vont être eux aussi bien sûr entourés par le péritoine viscéral, mais surtout vont être maintenant fixés à la paroi dont nous rappelons ici la coupe des dernières côtes, avec vers le haut la coupole diaphragmatique et vers le bas les éléments musculaires pariétaux schématisés d'un trait. Lorsque l'on ouvre ainsi cette cavité abdominale, le péritoine semble tendu entre la grande courbure gastrique et le côlon transverse par ce ligament gastrocolique et descend ensuite en avant du côlon transverse pour plonger vers le bas sous la forme du grand tablier épiploïque. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, par rapport au péritoine pariétal postérieur, l'angle colique droit va être attaché par le ligament pariéto-colique droit, qui est une formation d'adhérence entre les deux feuillets péritonéaux. Et pour réaliser cet abord et pour récliner vers le haut la glande hépatique, il nous a fallu sectionner à la face inférieure du foie le ligament hépatocolique, dont voilà
la tranche de section supérieure et inférieure. Il nous a fallu sectionner très souvent le ligament cystico-colique, que voilà également en haut et en bas, voire le ligament cystico-duodénal, lorsque, et nous y reviendrons, la vésicule biliaire affleure le genu superius. Nous sommes ici en regard de cette ligne-là, à l'aplomb du fascia de Treitz, à l'aplomb du fascia rétro-duodéno-pancréatique, et le péritoine qui recouvre la cavité gastrique, qui descend, qui plonge dans ce grand tablier épiploïque, est marqué par toute une série de vaisseaux épiploïques qui ont ce trajet rectiligne et assez sinueux qui viennent des vaisseaux de la grande courbure gastrique. On aperçoit par transparence en arrière, là-bas dans le fond, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure, et c'est autour de ce bord libre du petit épipléon que l'on entre dans le hiatus de Winslow, que l'on entre dans l'arrière-cavité des épipléons, que l'on entre dans la bourse omentale, en passant ainsi comme cette flèche en arrière du pédicule hépatique et en avant de la veine cave inférieure. À l'aplomb du bord gauche, nous allons retrouver, niché sous la coupole diaphragmatique, la rate, dont voici le bord antérieur qui est crénelé, la rate qui est elle aussi bien sûr emballée dans le péritoine viscéral, le péritoine qui est l'épipléon gastro-splénique, et la rate qui va être au voisinage du péritoine pariétal, diaphragmatique, puis pariétal gauche, et ce dernier va amarrer l'angle colique gauche par le ligament phréno-colique gauche de Bosch-Dalek, par le ligament pariéto-colique gauche de Hensing, et voilà ce que l'on appelle le sustentaculum lienis, la base, le support du pôle inférieur de la rate qui est appuyé sur l'angle colique gauche avec les deux ligaments splénocoliques de Buy. Eh bien, lorsqu'on a ouvert ainsi cette cavité abdominale de pancréas, point. À peine si dans le fond, au-dessus du premier duodénum, en arrière de la portion basse de l'antre, on aperçoit par transparence de cette pars flaccida du petit épipléon le tubercule épiploïque du pancréas, le tuber omentalé de His, qui est là en arrière, sur le bord gauche du pédicule hépatique. Il va donc nous falloir maintenant inciser le ligament gastrocolique de la gauche à la droite en réalisant une hémostase sur chacune de ces petites artères, et elles sont nombreuses, qui descendent dans ce grand tablier épiploïque avant de pouvoir récliner vers le haut l'estomac, soulever l'estomac et arriver ainsi dans l'arrière-cavité dont le fond va être occupé par la glande pancréatique. Voici, attaché sur la face antérieure du rein droit, puis sur la face antérieure du bloc duodéno-pancréatique, là vers l'arrière, la portion la plus droite de la racine du mésocôlon transverse. Eh bien, lorsque on a récliné vers le haut l'estomac, que nous allons maintenir par ces deux écarteurs, la portion droite et la portion crâniale étant toujours dans ce plan, voilà la poche gastrique rabattue vers le haut et vers la gauche. Et voici maintenant le premier et une bonne partie du deuxième duodénum. Nous avons toujours vers la droite, avec cette valve à foie, récliné vers le haut le bord inférieur de la glande hépatique, afin de garder ici la face inférieure hilaire du foie, d'y rappeler la vésicule biliaire et d'y rappeler, toujours tendu du hile du foie vers le genu superius, le pédicule hépatique avec
l'élément le plus postérieur qu'est la veine porte, en avant de laquelle se trouve le canal cholédoque à droite et l'artère hépatique commune vers la gauche. Ces éléments sont toujours dans le péritoine viscéral. Nous avons la paroi qui est montrée comme tout à l'heure, avec le diaphragme vers le haut et les éléments musculaires vers le bas, et il nous a fallu abaisser maintenant le cadre colique après avoir sectionné les divers ligaments qui étaient mentionnés tout à l'heure. Le côlon avec son angle colique droit est ici abaissé, le côlon transverse traverse la ligne médiane et du côté gauche va être lui aussi abaissé après que l'on eut sectionné les moyens d'attache de l'angle colique gauche. Il faut donc mettre en place, avec la double tranche de section ici montrée, le ligament gastrocolique que nous venons de sectionner. Dans l'épaisseur de cette tranche de section, tous les petits vaisseaux issus du grand cercle artériel de l'estomac qui descendent ensuite dans le grand tablier épiploïque, et c'est en ayant ainsi relevé la masse gastrique que l'on aperçoit maintenant une grande partie de la glande pancréatique. On y retrouve bien sûr la tête du pancréas, on y retrouve au-dessus ce qui faisait jour tout à l'heure ici à travers la pars flaccida, le tuber omentalé, on y retrouve l'isthme du pancréas, puis vers la gauche le corps du pancréas. On aperçoit maintenant beaucoup mieux sur la face antéro-latérale gauche du rachis l'aorte abdominale avec le tronc cœliaque qui va donner naissance à l'artère hépatique commune, qui abandonne ici l'artère gastro-duodénale, celle qui était responsable de l'incisure décrite par Villard avec le départ de l'artère gastro-épiploïque droite. Puis nous allons y retrouver le départ des vaisseaux pancréatico-duodénaux supérieurs, droit et inférieur droit, qui se glissent entre le cadre duodénal et la tête du pancréas. Voici l'incisure de Villard. Nous allons y remettre en place, bien sûr, en arrière, sur le flanc antéro-latéral droit du rachis, la veine cave inférieure, alors que sur la gauche, nous allons apercevoir ici la capsule surrénale gauche qui va plonger en avant du hile du rein gauche, dont voici le pôle supérieur convexe qui va être en rapport avec la queue du pancréas. Tous ces éléments sont les éléments rétro-duodéno-pancréatiques. Nous allons rappeler ici le trajet de la deuxième branche issue du tronc cœliaque, qui est l'artère splénique, celle qui va courir vers la queue du pancréas et vers le hile de la rate, que voilà esquissé. Enfin, voilà rappelé le départ de l'artère gastrique gauche, l'artère coronaire stomachique, comme on l'appelait dans le temps, qui va monter ici et qui va délimiter le foramen burseo-mentalis avec l'artère, avec la faux de l'artère hépatique. C'est là-bas en arrière, mais nous ne pouvons pas le voir sur cette vue de face, que prend naissance l'artère mésentérique supérieure, et sur le flanc gauche, par rapport aux éléments pariétaux que nous allons schématiser de la même façon avec le diaphragme et les muscles pariétaux, voilà avec son bord échancré la rate, la glande liénique qui est là dans l'hypocondre gauche. Les éléments les plus postérieurs à droite sont montrés par le rein droit, dont voilà la convexité du bord latéral, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous ces éléments sont en situation rétro-péritonéale. C'est le péritoine
pariétale postérieure qui passe en avant de la veine cave inférieure, en avant de l'aorte, en avant du rein gauche, en avant de la capsule surrénale gauche, et qui va venir tapisser la face profonde du diaphragme et la face profonde de la paroi latérale. Ceci, bien sûr, l'oppose aux éléments intrapéritonéaux, dont voici le feuillet viscéral avec le petit épipléon, l'épipléon gastro-hépatique, qui englobe la vésicule biliaire dans le même feuillet que le foie, qui est tendu entre la petite courbure gastrique et le hile du foie, qui contient dans sa pars pédiculosa, comme nous l'avions montré tout à l'heure, les éléments du pédicule hépatique, et qui va délimiter avec la veine cave inférieure en arrière le hiatus de Winslow, par lequel on entre dans cette arrière-cavité. Les éléments péritonéaux viscéraux englobent bien sûr l'estomac, les voici, ils sont ensuite tendus vers le hile de la rate, ils englobent la rate, tout comme le péritoine viscéral, avec le grand tablier épiploïque vers le bas, englobe le côlon transverse, l'angle gauche et l'angle droit. Nous y retrouvons bien sûr le ligament pariéto-colique droit qu'il a fallu inciser pour pouvoir abaisser l'angle droit, le ligament phréno-colique gauche de Bochdalek, pariéto-colique gauche de Hensing qu'il faudra aussi inciser lorsque l'on veut aborder, lorsque l'on veut abaisser l'angle colique gauche, et puis les ligaments du sustentaculum lienis, les ligaments spléno-coliques, les ligaments de Buy. C'est là donc que l'on va voir en arrière, inséré sur la face antérieure de la queue, de l'isthme, du col, puis de la tête du pancréas, puis du deuxième duodénum, puis de la face antérieure du rein droit, tendu de la gauche à la droite, la ligne d'implantation de la racine du mésocolon transverse. Le péritoine viscéral va bien sûr recouvrir le pancréas. Il est là en arrière, c'est une glande intrapéritonéale, dérivée entoblastique, évidemment, et nous sommes ici, donc, à l'aplomb du plancher de l'arrière-cavité des épipléons avec cette racine du mésocolon transverse. Comme nous l'avions montré précédemment, cette flèche qui est introduite comme une sonde cannelée là sur le bord droit, en arrière du pédicule hépatique, en avant de la veine cave inférieure, passe par l'hiatus de Winslow, va passer ici dans le foramen bursé omentalis, et nous sommes là, en direction de la queue du pancréas, qui va venir jouxter de façon variable le hile de la rate. Nous sommes dans l'arrière-cavité épiploïque. Eh bien, si maintenant on pratique la classique manœuvre de Vautrin, qui va consister, comme on le fait en chirurgie biliaire, à décoller le fascia de Toll de droit qui amarre le côlon droit et l'angle colique droit jusqu'au ligament pariétocolique, qui va consister ensuite à décoller le fascia de Treitz rétro-duodéno-pancréatique afin de ramener vers la gauche et vers l'avant, et le génus superius, le deuxième duodénum, la tête du pancréas, en ayant abaissé l'angle colique droit. Cela va nous permettre de retrouver, en arrière de la tête du pancréas, les rapports biliaires essentiels du canal cholédoque. Sur ce schéma que nous allons donc représenter la portion crâniale et la face ventrale étant dans ce plan, avec ici, récliné vers l'avant et vers la gauche, le génus superius, le deuxième duodénum, puis le génus inferius. Nous allons retrouver là la tête du pancréas. Celle-ci déborde le cadre duodénal, la voici marquée, et dans cette tête du pancréas, nous voyons maintenant arriver l'élément biliaire, l'élément cholédocien. Il est à noter que ce dernier, avant de venir à l'aplomb de la caroncule majeure, à l'aplomb du sphincter d'Oddi dans l'ampoule de Vater, va très souvent
être inclus, être recouvert par une petite languette parenchymateuse qui crée alors une véritable gouttière parenchymateuse pour la voie biliaire. Et lorsque l'on veut aborder cette portion basse ici, pour y retirer un calcul enclavé dans le bas cholédoque, il faut donc récliner vers l'avant et vers la gauche ce deuxième duodénum. La voie biliaire va être là en relation avec l'élément important le plus postérieur du pédicule hépatique, j'ai nommé la veine porte. Celle-ci est constituée par l'affluence de la volumineuse veine mésentérique supérieure, comme nous l'avons vu au chapitre des éléments trophiques, des vaisseaux, et ici, nous allons retrouver les rapports vasculaires qui sont constitués par les éléments pancréatico-duodénaux supérieurs et inférieurs droits qui viennent tisser ce chevelu vasculaire qui explique la difficulté de l'abord opératoire, la difficulté de la dissection. Ça saigne énormément, alors que ici, vers le bas, nous voyons, et vers l'arrière, arriver les vaisseaux pancréatico-duodénaux supérieurs et inférieurs gauche qui vont venir rejoindre leurs homologues droits et qui vont venir fermer ce que nous avons appelé aussi les cercles artériels de la tête du pancréas. Nous sommes là, bien sûr, au voisinage du rein droit, ce rein droit dont voilà la face latérale et la convexité, avec au-dessus du pôle supérieur du rein droit la capsule surrénale droite, mais celle-ci va voir sa partie la plus supérieure glisser en arrière de l'élément le plus postérieur et le plus latéral droit, qu'est la veine cave inférieure, que l'on voit ici au moment où elle reçoit sur son bord droit la veine rénale droite. C'est l'un des rapports importants du pôle supérieur de la surrénale droite que d'être caché en partie derrière la veine cave inférieure. Et puis, bien sûr, sur cette vue latérale droite, nous allons maintenant rappeler les éléments pariétaux et les éléments péritonéaux, à savoir tout d'abord la tranche de section du diaphragme vers la droite de la paroi, avec la dernière côte qui est ici schématisée, avec le bord inférieur et latéral droit du foie qui est dans ce plan. Et nous allons maintenant pouvoir rappeler le péritoine. Le péritoine qui est d'abord le péritoine pariétal supérieur, latéral, le péritoine pariétal postérieur qui recouvre le rein droit, qui recouvre la capsule surrénale droite, qui recouvre la veine rénale droite et qui va maintenant recouvrir la veine cave inférieure. Vers la partie basse, nous avons dû, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, abaisser l'angle colique droit dont voici la coudure avant que le côlon transverse ne reparte vers la gauche. Il a fallu donc sectionner ces adhérences que sont le ligament pariétocolique que l'on va retrouver sur l'angle droit, le côlon droit et le côlon transverse étant bien sûr, eux, emballés dans le péritoine viscéral qui plonge vers le bas pour constituer le grand tablier épiploïque. Il a fallu aussi sectionner, mais nous l'avions mentionné dans les chapitres précédents, entre la face inférieure du foie et l'angle colique, le ligament hépatocolique, dont voici la tranche de section supérieure et la tranche de section inférieure que nous retrouvons dans ce plan. Voilà ici ces moyens d'adhérence, mais nous sommes là en situation rétro-péritonéale. Pourquoi ? Parce que le péritoine viscéral s'est réfléchi autour des éléments du pédicule hépatique, s'est réfléchi bien sûr autour de la tête du pancréas, autour du duodénum. Ces éléments sont intrapancréatiques et là, il a fallu cliver
l'adhérence que je vais montrer des deux couleurs, péritoine pariétale et péritoine viscérale, que constitue le fascia de Treitz droit, afin de pouvoir, comme je le montrais tout à l'heure, rabattre vers la gauche la tête du pancréas et le deuxième duodénum pour aborder le cholédoque dans sa portion la plus basse. Nous sommes ici entre la face postérieure de la veine porte, qui est l'élément de la pars pédiculosa du pédicule hépatique, et la face antérieure de la veine cave inférieure, qui est en arrière, recouverte par le péritoine pariétal postérieur. Nous sommes là, en regard de cette flèche, à l'entrée de l'arrière-cavité de la bourse omentale. Nous sommes là dans le hiatus de Winslow. C'est donc à travers ce chevelu vasculaire, bien sûr, comme nous l'avions évoqué dans le chapitre de la trophicité, les veines vont nombreuses également rejoindre, et vues par transparence, la veine porte ici, vers le bas rejoindre la veine mésentérique supérieure, et c'est là une manœuvre qui est longue que ce décollement pariétal qui permet ainsi d'aborder le duodénum. Ce décollement, il faudra également le faire, mais à gauche, entre le fascia de Toll de gauche, puis en libérant les ligaments pariétocoliques et phrénocoliques pour abaisser l'angle gauche et pour dégager la rate et dégager la queue du pancréas, dont nous allons voir dans les rapports les variations qui permettent de comprendre que le geste chirurgical au niveau de la queue du pancréas peut être rapide ou au contraire très long en fonction de la liberté, de la longueur des épiploons gastrospléniques et pancréatico-spléniques. Eh bien, c'est ce chapitre des rapports que nous allons aborder dans le film suivant.